Dominique Reeves fixait le salon vide, décoré de quelques serpentins accrochés à la hâte et d'un gâteau acheté en magasin, orné de l'inscription « Joyeux 40e » en glaçage bleu. 6 chaises entouraient la table à manger, toutes vides. Chaque couvert avait été méticuleusement placé ce matin-là, pendant que sa famille prétendait faire des courses. L'horloge grand-père du couloir sonna 8 coups. Les carillons résonnèrent dans toute la maison silencieuse. 3 heures. Cela faisait 3 heures qu'il attendait leur retour. Dominique sortit son téléphone, faisant défiler une série de messages restés sans réponse, envoyés à sa femme Allison et à leurs 2 enfants, Cassandra, 19 ans, et Preston, 16 ans. Où êtes-vous? La nourriture refroidit. Tout va bien? S'il vous plaît, appelez-moi. Il avait même téléphoné à sa belle-sœur, Bethany, qui avait répondu d'un ton visiblement gêné avant de prétendre qu'elle n'avait aucune idée d'où il pouvait être. Le mensonge était si évident que Dominique en avait presque ri. 20 ans plus tôt, Dominique n'était qu'un entrepreneur en difficulté avec de grands rêves. Aujourd'hui, il était le fondateur et PDG de Reeves Construction, une société de développement commercial valant plusieurs millions, responsable de la moitié des centres commerciaux du comté. Malgré un emploi du temps écrasant, il n'avait jamais manqué un seul anniversaire, une seule fête de famille, ou un événement scolaire. La famille avait toujours été sa priorité. Jusqu'à ce soir, apparemment. Son téléphone vibra. Un message de Preston. Désolé, papa. Maman a dit qu'on est en retard. On rentre bientôt. Encore un mensonge. Des mois auparavant, Dominique avait installé une application de géolocalisation sur le téléphone de Preston, après l'avoir surpris à sortir en cachette pour aller à des fêtes. Selon l'application, son fils se trouvait actuellement au Harborview Hotel, un complexe de luxe situé à 20 minutes de là. Dominique se versa 3 doigts de bourbon et ouvrit Instagram. Il n'avait pas consulté les réseaux sociaux de toute la journée, trop occupé à préparer une fête, qui n'aurait jamais lieu. La première publication de son fil d'actualité le pétrifia. Elle venait du compte de Cassandra. Une photo de groupe, prise visiblement dans une salle de bal luxueuse d'un hôtel. Sa fille. Son fils. Sa femme. Et au moins 30 autres personnes, des amis, des membres de la famille élargie, et plusieurs de ses partenaires d'affaires, tous vêtus en tenue de soirée, levant leur verre de champagne autour d'un somptueux gâteau à 3 étages. La légende disait. Les 37 ans de maman article de fête #meilleure soirée. Dominique Zuma. Derrière Allison, se tenait Theo Bradford. Son professeur de tennis. Beaucoup trop proche. Une main posée d'un air possessif sur le bas de son dos. Dominique continua à faire défiler les photos. Et soudain, tout s'éclaira. L'intérêt soudain de sa femme pour le tennis, 6 mois auparavant. Les soi-disant réunions stratégiques tardives avec son nouveau partenaire d'affaires. Les conférences mystérieuses le week-end. La distance émotionnelle croissante. Son téléphone vibra à nouveau. Une notification de Venmo. Une demande de paiement de Cassandra Reeves. 1800 $. Motif. Anniversaire de maman, ta part. Aucune excuse. Aucune explication. Juste l'addition. Dominique fixa son écran. Une rage glaciale se cristallisa dans sa poitrine. 20 ans de mariage. 2 enfants qu'il avait élevés avec amour. Une vie bâtie à partir de rien, au prix de sacrifices et de labeur. Et tout cela, pour ça? Il vida son bourbon d'un trait brûlant et ouvrit son ordinateur portable. D'abord, il transféra la moitié de l'argent de leur compte commun vers un nouveau compte à son nom uniquement. Puis, il appela un serrurier. À minuit, lorsque sa famille rentra enfin à la maison en riant, leurs visages s'éteignirent en voyant la voiture de Dominique dans l'allée. Les serrures avaient été changées. Les codes de sécurité, réinitialisés. Et Dominique n'en était qu'au début. « Papa » appela Preston à travers la porte. « On n'arrive pas à entrer. »« Il dort sûrement, » répondit Allison. « Utilise ta clé. »« Je l'utilise. »« Elle ne marche pas. » Dominique envoya à Cassandra un paiement Venmo, d'exactement $1.
Dans la description, un seul mot, félicitations. Puis, il éteignit son téléphone, ferma les yeux. Et commença à élaborer un plan. Chapitre 2, traces écrites. Le lendemain matin, Dominique était assis dans le bureau de Valérie Ortiz, la meilleure avocate en divorce de l'État. Sa réputation de froideur et d'efficacité lui avait valu un surnom dans les milieux juridiques, la bourreau. Ils ont passé la nuit chez les Bradford, dit Dominique en faisant glisser un dossier sur le bureau. Ma femme. Et mes enfants. Après que j'ai changé les serrures. Valérie ouvrit le dossier et examina les photos à l'intérieur. Des clichés pris par le détective privé que Dominique avait engagé 3 mois plus tôt, lorsqu'il avait commencé à douter d'Allison. Vous préparez cela depuis un moment, observa-t-elle. J'espérais me tromper, répondit Dominique. Je lui ai laissé toutes les chances de dire la vérité. Mais au lieu de ça, elle a redoublé ses efforts. Les photos montraient Allison et Théo dans des situations sans équivoque. Déjeuners intimes. Rencontres secrètes dans des halls d'hôtel. Un baiser passionné dans le parking de son immeuble de bureau. Le plus accablant, ajouta Dominique, ce sont les finances. Elles siphonnent notre argent commun depuis des mois. De petites sommes au début, puis de plus en plus. Plus de 200 000 $ au total. Valérie leva un sourcil. À destination de Monsieur Bradford? Vers une société écran qu'il a créée il y a 6 mois, censé lancer un soi-disant centre de bien-être, un projet à eux. Dominique lâcha un rire sans joie. Le seul bien-être qu'il se procurait, c'était entre eux. Et ses enfants? Cassandra sait tout. Elle aide sa mère à dissimuler ses traces, probablement en échange d'un soutien financier. Preston? Je ne suis pas certain de ce qu'il a réellement compris. Valérie examina les documents méthodiquement. Votre femme a organisé cette fête d'anniversaire au Harborview, dit-elle. Cela a dû coûter environ 64 000 $. Dominique termina sa phrase. Elle a invité 48 personnes, leur a fait payer à chacun 1 800 $, puis elle a empoché la différence. Le coût réel par invité tournait autour de 750 $. Elle a donc fait du profit sur sa propre fête d'anniversaire, tout en m'en excluant totalement. Dominique se pencha en avant, le regard déterminé. Je veux tout, Valérie. La maison. L'entreprise. La garde exclusive de Preston. Et je veux qu'Allison et Théo paient, pour chaque mensonge qu'ils ont raconté. Et pas seulement sur le plan juridique. Ses yeux étaient glacials. J'ai construit ma vie à partir de rien. Je peux tout reconstruire s'il le faut. Mais je ne les laisserai pas s'en tirer sans conséquence. Valérie le regarda attentivement, pesant chaque mot. Il y a des limites à ne pas franchir, monsieur Reeves. Je comprends, répondit-il en se levant. Préparez les papiers du divorce immédiatement. Je m'occupe du reste. En quittant le bureau, son téléphone vibra. Un message d'Allison. Nous devons parler. Où es-tu? Il ne répondit pas. À la place, il appela son employé le plus fiable, Luis Mendoza. Il me faut des informations sur Théo Bradford, dit-il sans détour. Tout ce que tu peux trouver, dossiers fiscaux, biens immobiliers, transactions commerciales, légales ou non. Considère que c'est fait, répondit Luis. Et votre famille? Je n'ai plus de famille, dit Dominique avant de raccrocher. Il se rendit alors à son rendez-vous suivant, avec le directeur de la banque qui avait approuvé une ligne de crédit hypothécaire au nom d'Allison sans que Dominique en soit informé. Le soir même, Dominique avait gelé tous les comptes auxquels Allison avait accès. Il l'avait retirée comme utilisatrice autorisée de toutes ses cartes de crédit et avait ordonné au service de paie de son entreprise de rediriger son salaire vers un nouveau compte privé. Cette nuit-là, il s'enregistra sous un faux nom au Four Seasons. Et il avait encore un dernier appel à passer. Solomon, dit-il à son ancien camarade de fac, aujourd'hui expert en cybersécurité. J'ai besoin d'un service. Et tu ne dois jamais en parler à personne. Chapitre 3, Protocole fantôme. 2 jours plus tard, Dominique était assis dans une voiture de location banale, garée devant la Bradford Tennis Academy. Il observait son épouse arriver pour son cours.
Depuis sa position sur le parking, il l'a vite accueilli par Théo, avec un baiser bien trop long pour une simple relation prof-élève. Son téléphone vibra. Un appel de Preston. « Papa, t'es où ?» Maman panique, elle dit que t'as vidé les comptes. « Je ne les ai pas vidés. Je les ai sécurisés, » corrigea Dominique. « Comment tu vas, fiston ? J'ai peur. Cassandra dit que t'as perdu la tête. » Maman a pleuré toute la journée. « Qu'est-ce qui se passe ? Demande à ta mère qui est vraiment son professeur de tennis, » répondit Dominique calmement. « Demande-lui pourquoi elle a dépensé 60 000 $ pour une fête d'anniversaire sans inviter son mari. Demande à ta sœur pourquoi elle m'a envoyé la facture ensuite. » Un silence lourd s'installa. « Je ne savais même pas qu'il y avait une fête, » dit enfin Preston, d'une voix faible. « Maman a dit que t'étais en voyage d'affaires. Quand j'ai vu que t'étais pas là, j'ai essayé de t'appeler, mais Cassandra m'a pris mon téléphone. » Un élan de compassion perça l'armure de Dominique. « Je suis désolé que tu sois pris au milieu de tout ça, Preston. Est-ce que je peux te voir ? Pas encore. Faut que les choses se calment. Maman est allée voir la police ce matin, dit Preston d'un ton paniqué. Elle a dit que t'avais disparu, qu'elle avait peur que tu fasses une bêtise. » Dominique faillit éclater de rire. Elle leur a aussi dit qu'elle me trompait ? Qu'elle m'a changé les serrures ? Non, bien sûr que non. Elle a dit que j'étais instable depuis des mois. Que j'étais paranoïaque. Que je l'accusais sans raison. Ils avaient l'air inquiets, murmura Preston. Voilà donc son plan, faire passer Dominique pour un homme en pleine crise, un mari détraqué et dangereux. Écoute-moi bien, dit Dominique d'un ton calme. Je vais parfaitement bien. Je pense plus clairement que je ne l'ai fait depuis des mois. Mais ta mère essaie de prendre de l'avance sur l'histoire. Quelle histoire ? Celle où elle me trompe avec Theo Bradford depuis au moins 6 mois. Celle où elle a détourné des centaines de milliers de dollars à notre famille. Celle où ta sœur est devenue sa complice. Un nouveau silence. J'ai vu des messages sur le téléphone de maman, admit Preston à voix basse. Entre elle et Monsieur Bradford. Et, ce n'était pas à propos de tennis. Garde cette conversation pour toi, ordonna Dominique. Pour l'instant, fais semblant. Agis normalement. Tu peux faire ça ? Oui, murmura Preston. Tu vas rentrer à la maison ? Pas dans cette maison. Mais je te promets qu'on se reverra très bientôt. Il raccrocha juste au moment où une voiture de police se gara devant sa maison de l'autre côté de la ville, parfaitement visible grâce à l'application de sécurité sur sa tablette. Parfaitement à l'heure. Il observa, à travers les caméras extérieures, les 2 agents s'approcher de la porte d'entrée. Grâce au piratage de Solomon, Dominique avait un contrôle total du système de sécurité de la maison, tout en empêchant quiconque d'y accéder. Les policiers frappèrent, regardèrent par les fenêtres. L'un d'eux parla dans sa radio, signalant probablement que la maison semblait vide et sans activité suspecte. Puis ils firent le tour par le jardin, examinant portes et fenêtres. Tout était en ordre. Ils repartirent. Son téléphone sonna aussitôt. Allison. Pour la 20e fois de la journée. Il ignora l'appel. Un message de Solomon s'afficha. Système en place. Toutes les communications interceptées. Localisation activée sur tous les appareils. Alerte bancaire configurée. Tu sauras chacun de leurs mouvements. Dominique répondit. Il est temps de passer à la phase 2. Il démarra la voiture de location. Et il se rendit directement à sa prochaine destination, le bureau de Marlène Kovac, la détective privée qui documentait la liaison entre Allison et Théo. Il me faut plus d'informations, lui dit-il sans préambule. Pas seulement sur leur relation. Je veux tout savoir sur Bradford. Ses affaires, ses habitudes de jeu, ses situations fiscales, ses problèmes judiciaires, ses relations passées. Tout. Marlène hocha la tête. Mes sources indiquent qu'il n'est pas aussi prospère qu'il le prétend. L'académie perd de l'argent à un rythme alarmant. Il est endetté jusqu'au cou. Donc il a besoin de l'argent de ma femme, conclut Dominique. Ou plutôt,
De mon argent. Exactement. Marlène lui tendit un dossier. Il y a autre chose. Bradford suit un schéma bien précis. C'est la troisième femme mariée et fortunée avec qui il s'implique. Les deux précédentes ont divorcé de leur mari, liquidé une partie importante de leurs avoirs pour investir dans des projets avec lui, pour finir seul et ruiné, moins d'un an plus tard. Dominique feuilleta les documents, la mâchoire crispée. C'est un prédateur professionnel, en somme. Mais il n'a jamais été inculpé. Il est prudent. Tout le monde fait des erreurs, répliqua Dominique en refermant le dossier. Trouvez-moi la sienne. Ce soir-là, alors qu'il travaillait depuis sa chambre d'hôtel, une alerte provenant du système de traçage de Solomon apparut sur son ordinateur portable. Allison, Cassandra et Théo se dirigeaient tous vers le poste de police local. Parfaitement dans les temps. Son téléphone jetable sonna. Un numéro inconnu. Monsieur Reeves. Ici l'agent Daniel Hartman du département de police métropolitain. Votre épouse vous a signalé comme portée disparue. Elle est très inquiète. Je ne suis pas disparu, agent Hartman. Je suis absent de mon propre chef. Accepteriez-vous de venir au poste pour le confirmer en personne? Juste pour clarifier les choses. Bien sûr, répondit Dominique, d'un ton aimable. Je serais ravi d'expliquer pourquoi j'ai choisi de prendre mes distances avec mon épouse. Une heure plus tard, Dominique entrait dans le commissariat, impeccablement vêtu d'un costume taillé sur mesure. Dès qu'il franchit le seuil, il aperçut Allison, les yeux rouges, jouant le rôle de l'épouse dévastée. À ses côtés, Cassandra l'épaulait. Théo rôdait à l'arrière-plan, tentant de paraître concerné mais détaché. Le spectacle prit fin dès qu'ils le virent. Dominique, s'exclama Allison, son chagrin fabriqué aussitôt remplacé par la stupeur. L'agent Hartman regarda tour à tour Dominique et Allison, manifestement confus. Madame Reeves, votre mari semble aller très bien. Je n'ai jamais dit qu'il n'allait pas bien, se reprit rapidement Allison. J'ai dit qu'il avait disparu. Il est parti sans un mot. Il a vidé nos comptes, en fait. Je souhaiterais déposer un rapport, moi aussi, coupa Dominique. Fraude financière, vol d'identité et adultère, même si je crois que ce dernier n'est plus techniquement un crime. Le visage d'Allison perdit toute couleur. Dominique, lui, sourit pour la première fois depuis des jours. Le jeu venait de commencer. Chapitre 4, contre-offensive. De quoi accusez-vous exactement votre femme, monsieur Reeves, demanda l'agent Hartman en menant Dominique vers une salle d'interrogatoire. Un autre agent resta dans la salle d'attente avec Allison, Cassandra et Théo. Dominique posa un dossier épais sur la table. Ma femme a transféré systématiquement des fonds depuis nos comptes conjoints vers une société écran créée par son amant, Théo Bradford. Elle a falsifié ma signature pour contracter une ligne de crédit hypothécaire. Elle a utilisé mes contacts professionnels pour collecter des dons destinés à sa fête d'anniversaire, sous de faux prétextes. L'agent Hartman parcourut les documents, son visage devenant de plus en plus grave. Ce sont des accusations sérieuses. Ce sont des faits documentés, corrigea Dominique. Mon avocat a déjà entamé une procédure civile, mais certains de ces actes relèvent clairement de la fraude pénale. Et vous n'avez pas été menaçant ou coercitif envers votre femme. J'ai changé les serrures après avoir découvert son infidélité et ses malversations financières. J'ai protégé mes avoirs en transférant des fonds vers des comptes sécurisés. J'ai cessé temporairement toute communication le temps de réunir les preuves. Rien d'illégal. L'agent le fixa un moment. Pourquoi ne pas simplement divorcer? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un mariage raté, expliqua Dominique, froidement. Ma femme et monsieur Bradford s'en prennent méthodiquement à mes finances, à ma réputation et à ma relation avec mes enfants. Et maintenant, ils essaient de me faire passer pour un déséquilibré pour prendre l'avantage dans les procédures à venir. Je ne les laisserai pas manipuler cette histoire. Après presque une heure d'interrogatoire détaillé, l'agent Hartman raccompagna Dominique dans la salle d'attente. Allison se leva immédiatement, jouant à nouveau l'épouse inquiète. Dom, on était tellement inquiets, sanglota-t-elle en essayant de l'enlacer. Pourquoi as-tu disparu? Pourquoi nous avoir enfermés hors de la maison?
Dominique recula, esquivant son geste. L'agent Hartman a maintenant les preuves, Allison. Je te conseille vivement de trouver un bon avocat pénaliste. Théo fit un pas en avant. Écoutez, mec, je ne sais pas ce que vous imaginez. J'ai documenté 37 cas précis où vous avez vu des rapports extra-conjugaux avec ma femme au cours des 6 derniers mois, le coupa Dominique. J'ai les traces de 217 000 $ transférés de mes comptes familiaux vers votre société écran. Et je sais pour les autres femmes, Patricia Wilson, Eleanor Greer. Je connais votre mode opératoire. Le teint de Théo vira au blanc. Cassandra s'interposa entre eux. Papa, tu te ridiculises. Maman et Théo sont juste partenaires en affaires. Et toi, dit-il en se tournant vers sa fille. Tu m'as facturé 1 800 $ pour une fête à laquelle je n'étais même pas invité. C'était une fête surprise, balbutia Cassandra. Tu devais être là. La liste des invités est dans le dossier. Mon nom n'y figure pas. L'agent Hartman tout sauta. Je pense qu'on peut dire que Monsieur Reeves n'est ni porté disparu, ni en danger. Le reste de cette affaire semble relever du civil. Exactement, acquiesça Dominique. C'est pourquoi je vais m'en aller maintenant. Merci d'informer Madame Reeves que toute communication future devra passer par nos avocats respectifs. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Allison se précipita derrière lui. Où vas-tu? Et Preston? Il a besoin de son père. Preston est libre de me contacter directement, quand il veut, répondit Dominique sans ralentir. Contrairement à vous tous, il ne m'a ni menti en face, ni volé. À l'extérieur, Preston l'attendait dans la voiture d'Allison. Son visage exprimait un mélange de soulagement et d'inquiétude. Papa, dit-il, en l'enlaçant. Dominique le serra fort contre lui. Je vais bien, Preston. C'est une situation compliquée, mais je te promets que je vais bien. Maman dit que tu fais une sorte de dépression. Ta mère essaie de se protéger, répondit Dominique avec prudence. Il se passe des choses que tu ne comprends pas encore totalement. Alors aide-moi à comprendre, supplia Preston. Tout le monde me ment. Dominique jeta un regard en direction du poste de police, où Allison, Cassandra et Théo émergeaient, le visage fermé. Pas ici, dit-il à voix basse. Je t'enverrai un message plus tard. On se retrouvera dans un endroit discret. Alors que Dominique marchait vers sa voiture de location, il sentait le regard perçant d'Allison planté dans son dos. Le rôle de l'épouse blessée n'avait pas fonctionné avec la police. Elle allait essayer autre chose, il en était sûr. Et c'était exactement ce qu'il espérait. Chapitre 5 Le leurre. Le lendemain matin, Dominique retrouva Preston dans un petit dîner à une vingtaine de minutes de la ville. Son fils semblait épuisé. De larges cernes marquaient ses yeux. Maman et Cassandra se sont disputées toute la nuit, expliqua Preston en sirotant le café que Dominique lui avait commandé. Cassandra n'arrête pas de dire qu'ils doivent te neutraliser avant le divorce. Dominique haussa un sourcil. Ces mots, pas les miens. Ils ne savent pas que je les entends. Preston baissa la voix. J'enregistre leur conversation. Un mélange de fierté et de tristesse envahit Dominique. Son fils avait dû grandir bien trop vite. C'est une belle initiative, mais fais attention. Je ne veux pas que tu te mettes en danger. C'est vrai, ce qu'on dit sur maman et monsieur Bradford? Dominique acquiesça lentement. J'en ai bien peur. Et pour l'argent aussi. Tout est vrai. Il planifie ça depuis des mois, peut-être même plus longtemps. Preston regarda fixement son café. Et Cassandra? Depuis quand est-ce qu'elle est au courant? D'après les messages que Solomon a récupérés, au moins 4 mois. Elle a été promise à un condo à Malibu et la prise en charge de ses études de master. En échange de sa coopération. Elle t'a trahi, pour un condo? Preston semblait horrifié. Les gens justifient la trahison de bien des façons, répondit Dominique doucement. Ta sœur se dit sûrement qu'elle le mérite. Et maintenant? Maintenant, tu rentres à la maison et tu fais comme si on n'avait jamais eu cette conversation. Mais je veux que tu prépares un sac. Tes affaires importantes.
documents, objets préférés, tout ce qui est irremplaçable. Et que tu le caches quelque part dessus. Pourquoi? Parce que les choses vont empirer avant de s'améliorer, expliqua Dominique. Et je dois savoir que tu es prêt. Une fois Preston parti, Dominique appela Louise. C'est confirmé, annonça-t-il. Louis avait enquêté. Bradford avait contacté 3 des principaux clients de Dominique, prétendant que ce dernier traversait des problèmes personnels qui pourraient compromettre ses futurs projets. Il leur avait proposé des entrepreneurs plus stables. Parfait, dit Dominique. Passe à la phase suivante. Avant midi, Dominique avait rencontré ses 3 clients un à un. Il leur expliqua qu'une situation familiale était utilisée contre lui, manipulée par un concurrent jaloux. Il leur montra des preuves des difficultés financières de Bradford, ainsi qu'un historique douteux de manipulation envers des femmes mariées et riches. Les 3 clients non seulement renouvelèrent leur engagement envers Reeves Construction, mais acceptèrent aussi de faire circuler de fausses informations à Bradford, l'attirant dans un piège soigneusement construit. L'après-midi, Dominique reçut un message de Solomon. ENT fouille dans les dossiers financiers. Il cherche des comptes cachés. Il ne trouverait rien. Les fonds de Dominique circulaient désormais à travers un réseau complexe de sociétés écrans créées des années plus tôt, qu'une précaution qu'il avait prise, marquée par une enfance dans la pauvreté, après l'abandon brutal de son père. Sa prochaine étape, l'hôtel Harborview, là où s'était tenu l'anniversaire extravagant d'Allison. Le responsable de l'événement, Howard Lassay, l'accueillit chaleureusement. Monsieur Reeves, j'ai été surpris de ne pas vous voir à la fête de votre épouse. Elle a dit que vous aviez été appelé pour affaires. C'est justement pour ça que je suis ici, répondit Dominique. J'ai découvert des irrégularités dans la facturation. Howard fronça les sourcils. Tout a été payé. Madame Reeves s'en est occupée personnellement. J'en suis certain. Mais j'aimerais avoir le coût réel de l'événement pour mes dossiers. Après un court moment d'hésitation, et un rappel discret de l'importante collaboration entre l'hôtel et Reeves Construction, Howard lui remit la facture. 36 422 $. Et chaque invité avait payé 1800 $. Dominique nota. 48 invités, soit 86 400 $. Une sacrée marge. Howard semblait mal à l'aise. Je n'étais pas au courant de ces contributions des invités. Non, et c'est normal. C'était géré en privé. Dominique lui offrit un sourire rassurant. Je ne vous accuse de rien, Howard. Mais j'apprécierais recevoir toute la documentation pour les procédures de divorce. Le mot divorce ouvrit toutes les portes. Quand il quitta l'hôtel, Dominique avait entre les mains tous les détails de l'événement, y compris l'instruction claire donnée au personnel de ne jamais le laisser entrer, même s'il venait à apprendre l'existence de la fête. De retour dans sa chambre d'hôtel, Dominique fit le point avec Solomon en appel vidéo sécurisé. Il panique, rapporta Solomon. Allison a essayé d'accéder à tes emails mais n'a pas pu franchir la nouvelle sécurité. Bradford a appelé 3 banques pour traquer tes comptes. Cassandra contacte tes anciens employés pour chercher des failles. Et Preston? Pour l'instant, il tient parole. Aucune communication suspecte. Dominique hocha la tête, soulagé. Et les transferts offshore? Bradford a lancé des vérifications ce matin. Notre fausse piste est en place. Le compte aux îles Caïmans a l'air authentique, historique bancaire crédible inclus. S'il tente d'y accéder, on pourra l'inculper pour tentative de fraude financière. Continue la surveillance, conclut Dominique. Je veux être informé dès qu'il morde à l'hameçon. 3 heures plus tard, l'alerte tomba. Bradford avait tenté d'accéder au faux compte offshore, en utilisant les identifiants laissés volontairement sur un ordinateur lors dans le bureau personnel de Dominique, dans un coffre dont Allison connaissait la combinaison. Dominique appela immédiatement Valérie Ortiz. On l'a, dit-il sans préambule. Tentative d'accès non autorisé à un compte financier. Le système a capturé son adresse IP, les données de son appareil, tout. Vous souhaitez porter plainte immédiatement? Demanda Valérie. Pas encore, répondit Dominique. Laissons-les creuser leur propre tombe un peu plus. Chapitre 6. Le point de bascule.
Une semaine après le retrait calculé de Dominique, les premières fissures apparurent dans la coalition d'Allison. La surveillance de Solomon révélait des conversations de plus en plus tendues entre Allison et Theo, tout tournait principalement autour de l'argent. Elle brûle son argent plus vite que prévu, expliqua Solomon lors du briefing matinal. Toutes les cartes de crédit sont maintenant refusées. La paie de l'Académie Bradford doit être versée demain, et il lui manque près de 30 000 $. Il a essayé d'accéder à nouveau au compte des îles Caïmans? 3 tentatives supplémentaires, confirma Solomon. Chaque essai a été méticuleusement consigné. Il devient négligent. Hier soir, il a passé 4 heures à chercher des moyens de contourner les protocoles de sécurité bancaire. Son historique de recherche est accablant. Dominique esquissa un sourire sombre. Et Cassandra? Elle exige son appartement promis et l'argent pour ses frais de scolarité. Apparemment, elle a déjà signé le bail sur la base des garanties de sa mère. Tout se déroulait selon le plan. La pression financière était la première étape pour fracturer leur alliance. Le téléphone de Dominique vibra. Un message de Preston. Maman rencontre un type aujourd'hui. Elle dit que c'est un consultant en gestion de réputation. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Preston. Ça veut dire qu'il compte détruire mon image publique, répondit Dominique. Tu peux avoir son nom? 20 minutes plus tard, Preston envoya une photo d'une carte de visite. Fletcher Mills, spécialiste en gestion de crise. Dominique transmit immédiatement l'information à Louise, qui se mit aussitôt à enquêter sur Mills. En fin d'après-midi, il disposait d'un profil complet. Ancien journaliste de tabloïd, reconverti en expert en relations publiques, spécialisé dans la création de récits compatissants pour des clients fortunés en pleine tourmente médiatique. Son approche habituelle est de diffuser des histoires stratégiques via ses anciens collègues des médias, expliqua Louise. Il présente ses clients comme des victimes tout en sapant subtilement leurs adversaires. Parfait, murmura Dominique. Que Marlène l'approche. Même couverture qu'on a discuté. Ce soir-là, Marlène Kovac rencontra Fletcher Mills dans un bar chic de l'autre côté de la ville. Elle se fit passer pour une conseillère en gestion de patrimoine, inquiète pour un client manipulé par un entrepreneur peu scrupuleux nommé Dominique Reeves. Les graines du doute furent semées. Pendant ce temps, Dominique organisait des rencontres avec plusieurs amis proches d'Allison, celle qui avait assisté à la fête d'anniversaire et reçu les demandes de paiement sur Venmo. À chaque rendez-vous, il affichait une vulnérabilité soigneusement calculée, exprimant confusion et douleur, jamais de colère. « Je veux juste comprendre ce qui s'est passé », dit-il à Jennifer Palmer, demoiselle d'honneur d'Allison à leur mariage. « Un jour, je planifie mon 40e anniversaire, et le lendemain, je découvre que ma femme le célèbre sans moi, et qu'elle fait payer nos amis pour y assister. » Jennifer se tortilla, mal à l'aise. Allison a dit que c'était son idée, mais que tu avais tout approuvé. Elle a dit que tu gérais les finances. T'as pas trouvé étrange que je ne sois pas là? Elle nous a dit que tu avais une urgence professionnelle. Que tu étais dévasté de ne pas pouvoir venir. Dominique hocha la tête, pensif. Et cette note de 1800 $? Ça t'a semblé raisonnable pour un dîner d'anniversaire? Jennifer hésita. Ça paraissait beaucoup, mais Allison a dit que ça incluait un don caritatif pour ce centre de bien-être qu'elle lance avec son coach de tennis. Intéressant. Dominique glissa son téléphone vers elle, affichant la facture réelle de l'hôtel. Le coût réel était d'environ 750 $ par personne. En voyant l'expression de Jennifer passer de la confusion à une soudaine prise de conscience, Dominique sut qu'il venait de gagner une nouvelle alliée. À la fin de la semaine, il avait parlé avec 12 des amis les plus proches d'Allison, démantelant méthodiquement son réseau social avec rien d'autre que des faits documentés et des questions posées avec douceur. Sa stratégie d'isolement fonctionnait. Le 10e jour de son absence stratégique, Dominique reçut un appel urgent de Preston. « Papa, il prépare un gros coup. Monsieur Bradford emménage ce soir à la maison. Maman dit qu'ils accélèrent leur plan à cause de tes tactiques agressives. Il rencontre un docteur demain matin. » « Quel genre de docteur ?» demanda Dominique, devinant déjà la réponse. « Un psychiatre. » J'ai entendu maman répéter ce qu'elle allait dire.
Elle va prétendre que tu as été abusif et paranoïaque depuis des années. Elle va dire que tu fais une dépression, pour tenter de te faire interner de force. Audacieux, conclut Dominique. Qu'est-ce qu'on fait? Nous? Rien. Tu gardes ton rôle. Moi, je gère ça. Il fit une pause. En fait, tu peux faire quelque chose. Essaie d'être présent à ce rendez-vous. Et si possible, enregistre tout. Je le ferai, promis Preston. Fais attention, papa. Une fois l'appel terminé, Dominique contacta immédiatement Valérie. Il passe à la vitesse supérieure, accusation psychiatrique, l'informa-t-il. J'ai besoin de mesures préventives. Déjà en cours, répondit-elle. J'ai déposé une demande d'audience d'urgence pour fraude financière. Le juge Wentworth est réceptif. Il a vécu des tactiques similaires pendant son divorce. Plus important encore, j'ai pris rendez-vous pour toi avec la docteure Eleanor Chin demain matin. C'est une psychiatre médico-légale respectée, elle pourra évaluer ton état mental et attester de ta stabilité. Parfait, approuva Dominique. Et le piège financier? Bradford a accédé au faux compte des Caïmans 4 fois aujourd'hui. Chaque tentative est de plus en plus agressive. Il essaie désormais de transférer des fonds, pas seulement de consulter les soldes. On a tout documenté? Tout. Parfait timing, dit Dominique. Prépare les documents pour l'injonction. On agit demain. Ce soir-là, alors que Dominique réglait les derniers détails avec son équipe, il reçut une demande d'appel vidéo inattendue. Cassandra. Il hésita un instant, puis accepta l'appel. Le visage de sa fille apparut à l'écran, inondé de larmes. Et désespérée, elle lança. « Papa, il faut que je te parle. » « Je t'écoute, » répondit Dominique, gardant une expression neutre. Tout s'effondre, lâcha-t-elle d'un seul souffle. Monsieur Bradford a emménagé aujourd'hui, et, il n'est pas celui que maman prétendait qu'il était. Il est autoritaire, cruel quand personne ne regarde. Il m'a traité de gamine pourri gâtée quand j'ai osé lui demander où était passé l'argent du condo. L'argent qu'on t'avait promis, en échange de ta trahison envers ton père, demanda Dominique, d'un ton étonnamment calme. Cassandra tressaillit. Je ne le voyais pas comme ça au début. Maman disait que tu étais abusif financièrement, que tu contrôlais tout. Que c'était sa seule chance d'avoir un peu d'indépendance. Mais maintenant, je ne sais plus quoi croire, admit-elle. Bradford a menacé Preston ce soir. Quand il lui a demandé pourquoi il utilisait ton bureau, il l'a attrapé par le col. Le visage de Dominique se durcit. Est-ce que Preston va bien? Il est enfermé dans sa chambre. Bradford lui a pris son téléphone. Cassandra essuya ses larmes. Papa, j'ai peur. Maman n'est plus elle-même. Elle laisse Bradford tout décider. Pourquoi tu me racontes tout ça, Cassandra? Qu'est-ce que tu attends de moi? Elle hésita. Je veux partir. J'ai eu tort. Je suis désolé. Dominique scruta le visage de sa fille, cherchant la moindre trace de mensonge. Ta mère et Bradford ont rendez-vous avec un psychiatre demain. Ils veulent monter un dossier contre moi. Tu le savais? Cassandra hocha misérablement la tête. C'était l'idée de Bradford. Il dit que c'est le moyen le plus rapide pour tout contrôler. Et tu étais d'accord pour faire interner ton propre père dans un hôpital psychiatrique, sur la base de mensonges? Non, enfin. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Elle baissa les yeux. Je voulais juste que maman soit heureuse, et je voulais le condo. L'argent pour l'université. Oui. Murmura-t-elle. C'était stupide. Égoïste. Je le vois maintenant. Dominique poussa un long soupir. Si tu veux vraiment réparer ce que tu as fait, j'ai besoin de quelque chose de toi. Tout ce que tu veux. Des preuves. Je veux que tu enregistres Bradford. Qu'il admette ses motivations financières. Je veux des documents, ses plans concernant moi. Tu peux faire ça? Cassandra acquiesça fermement. J'ai déjà commencé. Après ce qu'il a fait à Preston,
j'ai installé une appli d'enregistrement sur mon téléphone. Je l'ai eu en train de dire qu'il fallait te neutraliser avant que tu ne détruises tout. Pour la première fois depuis des jours, Dominique sentit une lueur d'espoir pour sa fille. Envoie tout à cette adresse, dit-il en tapant un email dans le chat. Puis fais ton sac. Juste l'essentiel. Prépare-toi à partir dès que je te le dis. Qu'est-ce que tu vas faire? Dominique répondit simplement. En finir. Une bonne fois pour toutes. Chapitre 7, tendre le piège. Dominique arriva au palais de justice à 8h30 du matin, impeccablement vêtu, accompagné de Valérie Ortiz et de la docteure Eleanor Chin, la psychiatre médico-légale qui l'avait évalué ce matin-là. Votre état mental est totalement stable, avait conclu la docteure Chin. Vous êtes évidemment bouleversé par cette trahison, mais votre pensée reste logique et vos réactions proportionnées à la situation. Le juge Leonard Wentworth, un homme sévère dans la soixantaine, avait accepté d'examiner la requête d'urgence de Dominique concernant une fraude financière et une manipulation psychiatrique potentielle, avant qu'Allison ne puisse mettre en œuvre sa propre stratégie. À exactement 9 heures, le greffier appela l'affaire. Ni Allison, ni Bradford, ni leur avocat n'étaient au courant de cette audience, une manœuvre légale rendue possible grâce aux connexions de Valérie au greffe du tribunal. Votre honneur, commença Valérie. Nous demandons une injonction d'urgence au nom de Monsieur Dominique Reeves, qui dispose de preuves documentées d'une fraude financière systématique perpétrée par son épouse, Allison Reeves, et son amant, Theodore Bradford. Le juge Wentworth étudia les documents avec attention. Ce sont des accusations graves, maître. Pourquoi cette demande sans en informer la partie adverse? Parce qu'en ce moment même, Madame Reeves et Monsieur Bradford rencontrent un psychiatre afin de monter de fausses accusations d'instabilité mentale contre mon client, une tentative évidente pour prendre le contrôle de ses biens et l'empêcher de se défendre. Dominique présenta les preuves méthodiquement. Relevé bancaire montrant des transferts non autorisés. Un faux compte aux îles Caïmans. Des journaux d'accès numérique avec les empreintes de Bradford. Des enregistrements, fournis par Cassandra, de Bradford parlant de leur plan pour enfermer Dominique avant qu'il ne gâche tout. La docteure Chin témoigna de la stabilité mentale de Dominique, soulignant le schéma inquiétant de gaslighting dans les conversations enregistrées. À 10h30, le juge Wentworth en avait vu assez. J'accorde l'injonction d'urgence, déclara-t-il. Madame Reeves et Monsieur Bradford sont désormais interdits d'accéder à tout compte ou bien appartenant à Monsieur Reeves. De plus, j'émets une ordonnance restrictive leur interdisant de faire la moindre déclaration, publique ou privée, concernant la santé mentale de Monsieur Reeves, sauf évaluation par un psychiatre désigné par le tribunal. En sortant de la salle d'audience, Dominique reçut un message de Preston. Ils viennent de quitter le cabinet du psy. Bradford parle d'aller à la police cet après-midi. Maman a l'air effrayée. Phase 2, murmura Dominique à Valérie. Elle passa un appel immédiatement. 30 minutes plus tard, alors qu'Allison et Bradford revenaient à la résidence des Reeves, ils furent accueillis par 2 policiers et un agent du tribunal, venus leur signifier officiellement l'injonction d'urgence. Et muni d'une ordonnance restrictive, postée de l'autre côté de la rue, Dominique observait à travers des jumelles. Même à cette distance, il pouvait voir le visage de Bradford se déformer de rage. L'homme gesticulait furieusement, hurlant sur les agents de police, tandis qu'Allison semblait se ratatiner à ses côtés. Son téléphone vibra. Cassandra appelait. Brad devient fou, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Il hurle sur maman, disant qu'elle a tout gâché en n'agissant pas plus vite. Les policiers sont toujours là. Où es-tu? Demanda Dominique. Salle de bain à l'étage. Preston est avec moi. Lorsque Preston tenta de parler aux officiers, Bradford le repoussa brutalement. Il posa encore une fois ses mains sur lui. La voix de Dominique devint dangereusement calme. Pas fort, mais clairement agressif, dit-il. Ne bougez pas, fermez la porte à clé. Dominique raccrocha, puis composa directement le numéro de l'agent Hartman. Mon fils vient de me rapporter que Theodore Bradford l'a agressé physiquement dans ma résidence, déclara-t-il sans détour. Ma fille en a été témoin. Ils sont actuellement cachés dans une salle de bain à l'étage. Quelques minutes plus tard,
des unités de police supplémentaires arrivèrent sur place. Dominique observa tandis que Bradford était séparé d'Allison et interrogé longuement. Un officier monta à l'étage, sans doute pour parler à Preston et Cassandra. Dominique sut que c'était le moment d'agir. Il traversa calmement la rue et s'approcha de sa maison pour la première fois depuis presque 2 semaines. L'agent Hartman le repéra et se dirigea vers lui. « Monsieur Reeves, c'est une affaire de police active, je vais devoir. »« C'est mon fils qui a été agressé », coupa Dominique d'un ton ferme. « Je vais le voir maintenant. » Avant que Hartman ne puisse répliquer, Preston surgit par la porte d'entrée. « Papa !» Dominique le serra dans ses bras, l'examinant rapidement. « Ça va ? Tu n'as rien ? » « Je vais bien, » le rassura Preston. « Bradford m'a juste poussé. Les flics prennent ma déposition. » Cassandra apparut à son tour, son visage mêlant soulagement et honte. Elle s'approcha de son père. « Papa. Je suis tellement désolé pour tout. » Le visage de Dominique resta neutre. « Nous parlerons de ton rôle dans tout cela plus tard. Pour l'instant, vous devez tous les deux prendre l'essentiel. Vous ne restez pas ici ce soir. » À ce moment-là, Allison sortit de la maison. Son maquillage soigneusement appliqué était ravagé par les larmes. « Dominique, Dieu merci, tu es là. Théo a été arrêté. C'est un énorme malentendu. »« Épargne-moi ça, Allison, » répondit Dominique froidement. « Les enfants viennent avec moi. Le tribunal m'a accordé la garde temporaire, le temps de l'enquête sur les accusations de fraude. »« De quelles accusations de fraude parles-tu » demanda-t-elle, visiblement perdue. Cette réaction confirma à Dominique que Bradford l'avait tenu dans l'ignorance de certaines de ses manœuvres financières les plus douteuses. « Les 60 000 $ que vous avez volés à nos amis lors de ta fête d'anniversaire, » commença Dominique, « les 200 000 $ que tu as transférés vers la société écran de Bradford, la ligne de crédit hypothécaire sur laquelle tu as contrefait ma signature, le compte offshore qu'il a tenté de pirater. » Il esquissa un sourire froid. Ce dernier, d'ailleurs, était un piège. Il n'y avait jamais d'argent, juste des traces numériques pour l'amener droit vers un chef d'accusation criminel. Le visage d'Allison s'effondra. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Théo m'a dit que tout était légal. Qu'on sécurisait simplement des actifs avant de t'en parler. En organisant une fête d'anniversaire à laquelle je n'étais pas invité, » rétorqua Dominique. « En faisant facturer cette fête par notre fille ? En me déclarant disparu quand je me suis retiré de ta trahison ? C'étaient les idées de Théo. » protesta-t-elle faiblement. « Il disait qu'on avait besoin de levier. Et tu as tout accepté, » constata Dominique. « Chaque mensonge. Chaque manipulation. Chaque trahison. » L'agent Hartman s'approcha. « Monsieur Reeves, nous avons arrêté Monsieur Bradford pour tentative de fraude financière et agression. Nous avons trouvé plusieurs appareils contenant des preuves de tentative d'accès à vos comptes. Madame Reeves n'est pas arrêtée pour le moment, mais elle est considérée comme une personne d'intérêt dans notre enquête. » Compris, acquiesça Dominique. « Mes enfants vont rester avec moi ce soir. Y a-t-il une raison légale pour laquelle ils ne pourraient pas partir maintenant ? » Non, monsieur. L'ordonnance de garde d'urgence le permet. Dominique se tourna vers Preston et Cassandra. « Prenez vos affaires. On part dans 10 minutes. » Alors que ses enfants montaient faire leurs valises, Dominique fit face à Allison une dernière fois. « 19 ans, dit-il doucement. 19 ans où je t'ai tout donné. J'ai construit une entreprise à partir de rien pour que tu aies la vie dont tu rêvais. J'ai travaillé 80 heures par semaine pour tes leçons de tennis, tes journées au spa, tes déjeuners caritatifs. Dominique, je t'en prie. Et en échange, tu as comploté contre moi. Tu m'as volé. Tu as retourné notre fille contre moi. Tu avais prévu de me faire interner pour pouvoir tout prendre. » Les larmes coulaient sur le visage d'Allison. « J'ai fait une terrible erreur. On peut arranger les choses. » « Non, » répondit Dominique simplement. « On ne peut pas. Il n'y a plus rien à réparer. » Quand Preston et Cassandra revinrent avec leurs sacs, Dominique passa un bras autour de chacun d'eux et s'éloigna sans se retourner. «
et les conduisit jusqu'à sa voiture qui les attendait, laissant Allison seule sur le perron de cette maison qu'elle allait bientôt perdre. La première phase de sa revanche venait de s'achever. Chapitre 8, Terre brûlée. Les semaines suivantes se déroulèrent exactement comme Dominique l'avait prévu. Bradford restait en détention, incapable de payer la lourde caution fixée par le juge Wentworth, après que les procureurs eurent ajouté de nouveaux chefs d'inculpation. Complot en vue de commettre une fraude, tentative d'extorsion et subornation de témoins, sur la base des messages menaçants qu'il avait envoyés à Cassandra. De son côté, Allison, confrontée à une ruine financière imminente et à la menace de poursuites pénales, engagea un avocat désespéré qui s'empressa de solliciter une conférence de règlement. Il propose d'abandonner toute revendication sur tes biens professionnels et personnels, annonça Valérie lors de leur réunion stratégique. En échange, ils veulent la maison familiale, un paiement unique de 2 millions de dollars, et que tu renonces à engager des poursuites pénales contre Allison. Dominique s'appuya calmement contre le dossier de sa chaise. Contre-proposition, Allison ne reçoit rien, à l'exception de ses effets personnels et de ses vêtements. Elle signe une confession complète détaillant son implication dans le plan de fraude. En échange, je rédigerai une lettre au procureur recommandant une certaine clémence. Elle n'acceptera jamais ça, prévint Valérie. Elle le fera quand elle comprendra que l'alternative, c'est la prison, répondit Dominique, toujours avec calme. Bradford allait tomber, quoi qu'il arrive. Son schéma d'exploitation de femme riche était trop clair pour être ignoré, maintenant que toutes les pièces du puzzle étaient réunies. La seule chance d'Allison était désormais de se faire passer pour une autre victime. Pendant ce temps, Dominique avait installé Preston et Cassandra dans un appartement de luxe au centre-ville, tout en gardant la propriété de la maison familiale. Preston s'était bien adapté, soulagé d'avoir échappé à un environnement toxique. La situation de Cassandra, elle, était plus complexe. « Je ne mérite pas ton pardon », dit-elle un soir à Dominique, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de l'appartement, face à la ville illuminée. « Je t'ai trahi pour de l'argent et du statut. »« Oui, tu l'as fait, » répondit Dominique, sur un ton neutre, non accusateur. « La vraie question, c'est ce que tu en as retenu. » Cassandra baissa les yeux vers ses mains. « Que la loyauté vaut plus que les choses matérielles. Que ceux qui promettent richesse rapide en échange de trahison ne sont pas dignes de confiance. Que j'ai jeté quelque chose de précieux pour quelque chose de sans valeur. » De bonnes leçons, acquiesça Dominique. Cher, aussi. Et maintenant? Pour moi, je veux dire? Dominique observa longuement le visage de sa fille, à la recherche de sincérité. Ça dépend de toi. J'ai arrangé le paiement du reste de tes frais de scolarité via un fonds fiduciaire. Tu recevras une allocation mensuelle modeste pour tes dépenses. Pour le reste, y compris reconstruire notre relation, cela demandera du temps et des efforts constants. Et maman? Qu'est-ce qui va lui arriver? Ta mère a fait ses choix, répondit Dominique d'un ton égal. Elle devra maintenant en assumer les conséquences. 2 jours plus tard, l'avocat d'Allison appela Valérie avec leur réponse à la contre-proposition de Dominique. Allison acceptait les termes, à une condition. Elle voulait pouvoir continuer à voir Preston. Ses droits parentaux ne sont pas négociables, insista son avocat. Dominique réfléchit. Malgré tout, Preston aimait encore sa mère. Une coupure totale ne ferait que lui nuire. Visite limitée, supervisée, concéda Dominique. 1 fois par semaine, dans un lieu public. Pendant 6 mois. Ensuite, on réévaluera, en fonction du souhait de Preston. L'accord fut scellé. Allison signa une confession complète, révélant comment Bradford l'avait manipulé étape par étape pour trahir Dominique. Elle reconnaissait cependant sa propre implication volontaire, une fois la liaison entamée. Elle avoua avoir participé à la mise en scène de la fête d'anniversaire, à la fraude financière et au plan de placement psychiatrique. En retour, Dominique rédigea une lettre soigneusement formulée au procureur, indiquant que si Allison devait répondre de ses actes, sa coopération pour démanteler le réseau de Bradford devait être considérée comme un facteur atténuant. Le procureur inculpa Allison pour fraude mineure et la plaça sous probation pour 3 ans. Elle fut également condamnée à rembourser les invités de la fête qu'elle avait surfacturés,
et a effectué 500 heures de travaux d'intérêt général. Bradford, confronté à des accusations bien plus lourdes et sans personne pour le défendre, accepta un accord de plaidoyer. 5 ans de prison pour fraude financière, avec indemnisation de ses anciennes victimes. Quant à Fletcher Mills, le consultant en gestion de réputation qui devait salir le nom de Dominique dans les médias, il fut brutalement mis à l'écart du secteur. Après que Marlène Kovac ait discrètement fait fuiter des preuves de ses tactiques douteuses à plusieurs organismes de surveillance. À la fin du mois, Dominique avait repris le contrôle total de sa vie. Son entreprise prospérait, avec plusieurs nouveaux contrats majeurs signés grâce à sa gestion stratégique d'une crise personnelle. Sa relation avec Preston n'avait jamais été aussi forte. Et même Cassandra montrait des signes sincères de remords et de volonté de se racheter. Ne restait qu'un dernier fil à tirer. Renaissance 6 mois après cette fête d'anniversaire fatidique à laquelle personne n'est venu. Dominique se tenait dans la chambre principale de la maison familiale, observant l'espace qui avait autrefois représenté son rêve américain. Les déménageurs avaient emporté les derniers meubles ce matin-là. Demain, de nouveaux propriétaires prendraient possession des lieux, un jeune couple, prêt à entamer son propre voyage, totalement inconscient de la trahison que ces murs avaient abritée. Son téléphone vibra. Un message de Solomon, les documents sont finalisés, le transfert est exécuté. Elle recevra la notification d'ici la fin de la journée. Dominique esquissa un sourire amer. La dernière pièce de son plan venait de s'enclencher. Cet après-midi-là, tandis qu'il signait les documents de clôture dans le cabinet de son avocat, Allison recevait une notification officielle, ce qu'elle pensait être un accord de divorce généreux. Un petit appartement et des versements mensuels modestes étaient en réalité conditionnés à des règles de comportement strictes, soigneusement dissimulées dans les petites lignes du contrat. Ses récents agissements, en particulier sa tentative de contacter les clients de Dominique pour les diffamer, et la création d'une page GoFundMe la présentant comme une victime de violences financières avaient activé la clause de nullité. Effet immédiat, tous les paiements de soutien cessaient. Elle disposait de 30 jours pour quitter l'appartement. « Ce n'est pas un peu excessif ?» demanda prudemment Valérie lorsque Dominique lui expliqua la situation. « Pas du tout », répondit-il calmement. « Je lui ai offert un chemin clair vers un nouveau départ digne. Elle a choisi, au contraire, de continuer à m'attaquer. Chaque action a ses conséquences. » Ce soir-là, Dominique organisait un petit dîner dans sa nouvelle maison. Preston, Cassandra et quelques amis loyaux qui l'avaient soutenu tout au long de cette épreuve étaient présents. Soudain, son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Monsieur Reeves ?» demanda une voix féminine hésitante. « Oui. Je suis Patricia Wilson. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais vous avez révélé l'arnaque de Theodore Bradford. J'ai été l'une de ses anciennes victimes. Je suis au courant de votre situation, Madame Wilson, répondit Dominique, sincèrement. Je suis désolé pour ce que vous avez vécu. Non, je vous appelle pour vous remercier, le corrigea-t-elle. La restitution que Bradford a été contraint de payer, elle m'a sauvé la vie. J'étais sur le point de perdre ma maison après ce qu'il m'avait pris. Les jours suivants, d'autres appels suivirent. D'anciennes victimes de Bradford. Dominique écoutait chacune d'entre elles, offrant des conseils concrets pour se reconstruire après une ruine financière, un domaine qu'il connaissait intimement depuis son enfance. Un mois plus tard, Dominique lança la Fondation Phoenix, une organisation à but non lucratif dédiée à l'aide aux victimes de fraude financière dans les relations. Grâce à son expertise en affaires et à son réseau, il mit en place un système offrant une aide juridique, un accompagnement financier, et un soutien temporaire pour ceux qui tentaient de reconstruire leur vie après une trahison. Preston rejoignit avec enthousiasme le programme jeunesse de la Fondation, aidant des jeunes issus de foyers brisés à naviguer dans leur nouvelle réalité. Même Cassandra, qui s'était transférée dans une université locale pour se rapprocher de sa famille, consacrait ses week-ends à cette cause. Quant à Allison, sa dernière tentative de réconciliation eut lieu un mardi pluvieux, exactement 1 an après cette fameuse fête d'anniversaire oubliée. Elle se présenta à son bureau, sans rendez-vous. Amaigrie, sans vêtements de marque ni maquillage impeccable, sa vieille armure tombée. « 5 minutes, je vous en supplie » demanda-t-elle à l'assistante. « Juste 5 minutes. » Contre sa meilleure intuition, Dominique accepta de la voir.
Tu as bien réussi, observa TL en jetant un œil à son vaste nouveau bureau. La fondation, l'expansion de l'entreprise, tout le monde parle de toi en bien. Qu'est-ce que tu veux, Allison, demanda-t-il directement. Le pardon, répondit-elle simplement. Ou au moins, un peu de compréhension. J'ai tout perdu. Ma maison, ma réputation, le respect de nos enfants. Je travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Je vis dans un studio. Tu as fait des choix, rappela Dominique, implacable. Voici les conséquences. Je sais, admit-elle. Mais nous avons été mariés pendant 19 ans. Nous avons élevé des enfants ensemble. Ça ne compte pas, ça? Dominique observa la femme qu'il avait autrefois aimée plus que de raison. Ça comptait pour tout, répondit-il doucement. C'est justement pour ça que ta trahison est impardonnable. Les gens font des erreurs, Dominique. Des erreurs terribles. Mais ils peuvent changer, apprendre. Certaines trahisons sont trop fondamentales, l'interrompit-il. Certains liens brisés ne peuvent pas être réparés. Des larmes remplissaient les yeux d'Allison. Alors c'est fini? 2 décennies ensemble, et on termine comme des étrangers? On termine comme ce que tu as fait de nous, corrigea-t-il froidement. Un avertissement. Après son départ, Dominique resta un moment à contempler la ligne d'horizon de la ville. Il ne ressentait ni victoire, ni vengeance. Seulement une certitude silencieuse, il avait protégé l'essentiel. Sa dignité. Son avenir. Et la compréhension, chez ses enfants, que toute action a des conséquences. Ce soir-là, en préparant le dîner avec Preston et Cassandra dans leur nouveau foyer, Dominique regarda ses enfants rire ensemble pour la première fois depuis des mois. Il comprit alors que certains feux ne détruisent pas tout. Les bons feux, eux, purifient. Et ouvrent la voie à une renaissance. La trahison lui avait coûté son mariage, ses illusions, et sa confiance aveugle. Mais en échange, il avait construit quelque chose de plus fort, une vie à ses conditions. Des relations fondées sur la confiance méritée, pas sur l'obligation. Et un héritage où la douleur personnelle devenait un moteur de transformation. Alors que Preston levait son verre pour porter un toast au nouveau commencement, Dominique l'imita avec un sourire. Certains dénouements, avait-il appris, ne sont que de meilleurs commencements déguisés. Et voilà, une autre histoire touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a plu, rejoignez notre communauté en vous abonnant, cela signifie beaucoup pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, explorez les vidéos recommandées à l'écran. À très vite. And that directly supports the stream, I mean. Okay. I don't really feel like going back into the Nether right now, so I'm gonna leave a little tower right here. Oh my gosh, chat. I think my stream deck just arrived. Do you guys want to do an unboxing? I just got the notification. Ouch. Okay, chat, remember, -100 and +300. -100, +300. We need some food. Oh my gosh, Pat, thank you. So clutch. We got helpers today. Ouch.
soda with the numbers that are not to be trusted. Okay, there's a cave. I'm so tempted. I'm honestly so tempted. I actually did not bring my new pickaxe. Don't know why I did that. I do want to just see if I can get a shit ton of gold, but... Why is there no food, bro? The unnamed! Oh my god! You are late, but it's okay. The unnamed. Oh my god, there's gonna be hella food in the village. Let's go! Wait, unnamed. Do exclamation point bang. Did this with you in mind, my friend. I can't stop winning. And now, do exclamation point dang with a D. Aw, dang it. This will be abused. Aw, dang it. Excuse me. That's my bed now. Okay, please tell me there's just a bunch of hay bales. And I just don't have to worry about food for a while. Thank you, Jadario. Oh my gosh, there are! Yes! So the unnamed, we have some more stream updates. We have visual effects. The unnamed, do me a favor. Do exclamation point zoom. Oh, you have no mana. That's tough. Oh, you guys are both poor. I didn't realize you guys were that poor. And what's funny is I'm actually poor too, so I can't even do it for you. So we are all just insanely poor. There we go, Pat coming in. Their generational wealth to zoom.